Gilles, aujourd'hui avec vous, on va célébrer un anniversaire qui serait passé inaperçu si vous n'étiez pas là. Heureusement, vous êtes là. C'est le centenaire de l'invention de la méthode Coué. Parce qu'effectivement, c'est en 1914 que Émile Coué sort son bouquin qui donnera lieu à la méthode Coué qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors, Émile Coué, c'est un petit pharmacien dans la ville de Troyes. Un gros pharmacien. Qui est devenu immensément populaire, pas simplement en France, pas même en Europe, mais aux États-Unis. Donc, il a inventé cette méthode qui consiste en fait à s'auto-persuader que des choses grandioses vont vous arriver. Vous devez répéter une phrase, et la phrase qui proposait de répéter tous les matins 20 fois de suite et tous les soirs avant de dormir, en égrenant d'ailleurs une corde à nœuds, un peu comme le chapelet des croyants, et c'était tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et donc, on arrivait ainsi à aller de mieux en mieux tous les jours, à tout point de vue. Alors, on a vu sa photo, on va même entendre sa voix pendant qu'il explique les secrets de sa méthode. C'était un discours enregistré sur disque dans les années 20. L'idée de sommeil crée le sommeil. L'idée d'insomnie crée l'insomnie. L'idée de crise d'asthme crée la crise d'asthme. L'idée de crise nerveuse crée la crise nerveuse. L'idée de migraine, pour le jour auquel on est invité à dîner chez telle ou telle personne, crée la migraine au jour fixé. Chose plus étonnante, il y a des gens qui sont aveugles, sourds ou paralysés, simplement parce qu'ils pensent qu'ils le sont. Oula, oui, d'accord. Voilà, étonnant. Hein. Bon, assez étonnant. Alors, donc, son histoire est la suivante. C'est qu'il est extrêmement dévoué pour la clientèle de son officine de pharmacie à Troyes. Et il remarque que lorsqu'on n'a pas de remède à proposer à une personne malade, très souvent, son état de santé décline par le simple fait qu'on n'a pas de réponse à lui proposer, on n'a pas de solution à son problème. Et donc, à ce moment-là, il se dit, puisqu'il n'y a pas de remède pour un tas de maladies, c'est la médecine du 19e siècle, elle n'est pas encore très performante. Quand il n'a pas de médicament, il fait son propre médicament qu'il a baptisé mica panis, mie de pain en latin, et qui est effectivement de la farine roulée en petites pilules avec de l'eau, et qui propose donc comme médicament placebo, parce qu'il a remarqué que ça améliorait le sort des malades. Et puis un jour, se produit le phénomène suivant, c'est qu'il a un client un peu plus cultivé que les autres, en tout cas qui parle le latin, et qui lui passe commande, et qui demande un tas de médicaments, et puis il ajoute à la fin: et donnez-moi aussi quelques-unes de vos boulettes de pain qui me font tant de bien. Et ça, donc lucide sur ce qu'il y a dedans. Et oui, et donc ça c'est très étonnant pour Émile Coué, parce qu'il avait bien compris que le médicament placebo était efficace, hein, ce qu'on sait tous, mais il a compris ce jour-là qu'on n'avait pas besoin d'être trompé sur la nature même du produit pour qu'il soit efficace. Ça, c'est une vraie révolution. En médecine, encore aujourd'hui, quand on parle de placebo, c'est toujours pour justement mener des tests en double aveugle contre placebo, pour dire que l'utilisateur ni l'expérimentateur ne doit savoir ce qu'est le produit, et donc c'est seulement ainsi qu'on arrive à éliminer cette question du placebo. Mais lui se dit, mais non, c'est essentiel ce placebo. Et donc il développe à ce moment-là son école de pensée qui est assez révolutionnaire et qui connaîtra un succès extraordinaire qui s'appelle donc l'autosuggestion consciente. On se persuade soi-même que quelque chose va arriver. Alors, vous connaissez Gilles qui théoriquement est censé nous parler de sport. Hein, et non pas de psy, ni de pharmacien. Et on va parler de Mike Tyson parce que, en fait, il y a un rapport entre Mike Tyson, qui a été champion de boxe dans les années 80, et Coué. Et c'est pas le gabarit, donc c'est que, en fait, tous les deux étaient adeptes de cette fameuse autosuggestion. Tyson, dès l'âge de 14 ans, se persuade tous les soirs avant de dormir et tous les matins avant de se lever, exactement comme le conseillait Émile Coué. Il se persuade que, alors lui en l'occurrence il a changé la phrase, c'est pas tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, c'est je suis le meilleur boxeur du monde, personne ne peut me battre, je suis le meilleur boxeur du monde, personne ne peut me battre. Et donc il applique cette méthode dès son adolescence, et cette méthode lui avait été conseillée par son entraîneur, qui allait devenir d'ailleurs son père adoptif, Cus D'Amato, qui était un type aussi très étrange et qui a donné à Mike Tyson quelques bribes comme ça de culture générale, en littérature, en histoire. Et donc dans le bouquin qui vient de sortir et qui est la biographie de Mike Tyson et que je montre à l'écran, eh bien il y a des tas de références tout à fait étonnantes à l'histoire. Par exemple, il se prend pour Alexandre le Grand. Enfin, il compare souvent sa trajectoire avec celle d'Alexandre le Grand, en toute humilité. Faisons simple, ouais. Voilà. Et puis à un autre moment, il sort de prison et là, il s'identifie au personnage d'Edmond Dantès dans l'œuvre de Dumas, le Comte de Monte Cristo. Hein.
Edmond Dantès qui prend sa revanche sur la société après avoir été injustement accusé et avoir purgé une peine de prison. Eh bien, lui, il fait des références à Edmond Dantès, c'est inattendu, quoi, de la part de Mike Tyson. Justement, vous avez parlé de prison, il faut dire qu'il partait de loin quand même, Mike Tyson. Hein. Il a une vie, enfin, des gens que leur vie est un roman. Lui, c'est un roman noir. Il commence sa vie, alors c'est un milieu assez misérable. Il arrête l'école à l'âge de 8-9 ans. Il fait carrière dans la délinquance. À l'époque, il n'est pas du tout le bagarreur qui va devenir dans les années suivantes. Au contraire, c'est un peu le souffre-douleur de son groupe de caïds du quartier avec lequel il fait des cambriolages, il arrache des sacs à main, des chaînes en or, enfin, toute sa période de délinquance. Et puis arrive l'adolescence, là de façon presque surnaturelle, il gagne de la taille, mais surtout du muscle, il devient vraiment très musclé et surtout, il développe un talent inouï pour la boxe. Il y a des gens qui sont doués pour la... C'est quand ça, la photo qu'on voit là? Ben c'est là, il a 13 ans. Et donc il est adopté par Cus D'Amato, donc qu'on voit derrière ses poings. Là, il a 13 ans, là. Là, il a 13 ans. Et on lui en donne 5 de plus. Hein. Et donc voilà, dès le moment où il monte sur un ring, il devient pratiquement imbattable. Et Cus D'Amato, pressant que ce jeune garçon va devenir le plus grand champion de l'histoire de la boxe, et il le persuade. Et dans un premier temps, Tyson est un petit peu sceptique, il l'appelle toujours le vieil Italien cinglé, parce qu'il se dit c'est la première fois qu'on s'intéresse à moi. Mais petit à petit, il y a une amitié qui se crée entre ces deux personnes, et puis surtout, Tyson lui-même souscrit au projet de devenir un grand boxeur. Et il le deviendra. Le problème, c'est que Cus D'Amato meurt en novembre 85, et quelques mois plus tard, Tyson finalement vit cette consécration de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire des lourds en boxe, mais il n'a plus son mentor. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit dans le livre que dès la disparition de Cus D'Amato, c'est déjà le début de la fin. Il n'est même pas encore champion du monde, et déjà, c'est une lente dérive. Et alors, le bouquin, c'est une litanie de faits divers, tous plus sordides les uns que les autres, avec l'alcool, la drogue, toutes les addictions qu'on peut imaginer, des cures de désintoxication, et puis de nouveau des rechutes, une obsession sexuelle. Enfin, vraiment, il fait 600 pages et c'est 600 pages. Aujourd'hui, il va bien, mais il part en vrille de temps en temps quand même. Alors aujourd'hui, bon, officiellement, il va bien. Il a une compagne, il s'occupe de ses enfants, il s'est rangé des voitures. Mais dans la réalité, on ne peut pas trop savoir parce que récemment, donc le week-end passé, on a appris qu'il avait mis fin à son projet de tourner en Europe avec son spectacle. Parce qu'il a un spectacle, un one-man show qui a été écrit pour lui par le réalisateur américain Spike Lee, qui devait tourner dans toute l'Europe, et puis avec une date à Bruxelles d'ailleurs. Et puis le projet a été annulé sans autre explication. Donc il est possible qu'il ne se soit pas entièrement défait de ces vieux démons. Et vous dites une date à Bruxelles parce que... Parce qu'on n'avait pas à Paris et parce qu'effectivement... Parce que vous êtes belge et que vous seriez allé le voir. Mais oui, sûrement. C'était en avril, mais toutes les dates, en fait, c'était dans les pays du nord de l'Europe. La France n'avait pas été... On précise aux téléspectateurs parce que c'est pas évident. Si vous disiez d'ailleurs, tiens, il y a une date à Copenhague. Voilà. Il y avait une date à Copenhague aussi, d'ailleurs. Merci à tous les deux.